Bonjour à tous, je vais vous présenter le psychologue Bruce Frederick Skinner. Donc, il est né le 20 mars 1904 en Pennsylvanie et il est décédé le 18 août 1990 à Cambridge, Massachusetts. C'est un psychologue et penseur américain. Nous le connaissons à travers le courant behavioriste et notamment le behaviorisme radical. Il faut savoir qu'il s'est fortement influencé par les travaux d'Ivan Pavlov, donc la salivation chez le chien, et celui du premier comportementaliste John Watson. Au départ, Skinner n'était pas du tout destiné à ce doctorat en psychologie puisqu'il a étudié les lettres et ça ne lui convenait absolument pas. Donc en 1931, il finit par obtenir son doctorat de psychologie. Il poursuit des recherches à Harvard jusqu'en 1936. Après avoir enseigné à Harvard, Skinner devient le directeur du laboratoire de psychologie à l'université de l'Indiana en 1945. Il retourne en 1948 à Harvard et y poursuit sa carrière jusqu'à sa retraite académique en 1974. Il meurt d'une leucémie le 18 août 1990. Nous connaissons donc principalement Skinner pour le conditionnement opérant. Donc, ça fait partie du behaviorisme. Le behaviorisme, c'est une théorie d'origine anglo-saxonne fondant ses analyses sur les comportements qui exclut l'introspection. Donc, les comportements en psychologie, c'est ce qui est observable et l'introspection, c'est les états d'âme. Donc, Skinner euh, se base uniquement sur les comportements. Et principalement, il va étudier les comportements chez les animaux, premièrement chez le rat, et ensuite, nous verrons même chez les oiseaux. Il a fondé une école de psychologie distincte, donc appelée behaviorisme radical, comme je le disais dans l'introduction. Son travail psychologique est basé sur le conditionnement opérant. Il croyait que les organismes vivants n'ont pas de libre arbitre et répéteront un comportement qui leur donnera un résultat favorable. C'est donc Skinner qui invente la chambre de conditionnement opérant qui aide à étudier le conditionnement du comportement chez les animaux et leur apprenant à effectuer certaines actions en réponse à des stimuli particuliers. Ces chambres sont utilisées dans un certain nombre de domaines de recherche pour étudier le comportement animal et la psychologie. Donc, nous allons voir la boîte qu'il a créée pour y insérer les animaux tels que le rat. Parce qu'en fait, ces travaux vont permettre d'expliquer des phénomènes tels que l'apprentissage. Chez nos élèves, voilà, aujourd'hui, il y a cette notion d'apprentissage. Donc, c'est intéressant pour lui d'observer ce qui se passe dans la tête de nos chers confrères animaux, des rats, des oiseaux, etc. Il crée donc la boîte à Skinner, la Skinner Box, conditionnement opérant. Vous voyez bien qu'il utilise cette invention de son cru pour démontrer les mécanismes du conditionnement opérant. Il a d'abord pris ce rat auquel il a appris à se nourrir, de la nourriture qu'il laissait traîner dans la cage, et lorsqu'il le mit dans la boîte de Skinner, dans sa boîte, le rat se mit à agir comme les autres rats qui cherchent leur nourriture en courant et en reniflant. Ainsi, lorsque l'animal accrocha par inadvertance un levier, une boulette de nourriture tomba dans la cage. Le rat continue de se comporter comme n'importe quel rat et finit par réaccrocher le levier, la petite pédale. Une nouvelle boulette tomba. Peu à peu, le rongeur commença à appuyer le plus souvent sur le levier et finalement, à chaque fois qu'il avait faim, continuait d'actionner cette pédale. Ce système est un système de renforcement positif. C'est la nourriture. Vous voyez aussi que sur ce plancher, nous avons des décharges électriques. Donc ça, c'est le renforcement négatif parce que ce n'est pas super agréable de recevoir des décharges électriques sur le corps.
Vous voyez qu'ensuite, Skinner utilise, des oiseaux, ici un pigeon, et que ce pigeon en particulier, va être capable apparemment de discerner un carré d'un cercle rouge, parce que le cercle rouge, le signal lumineux ne donnera pas de nourriture, tandis qu'un carré vert distribue la nourriture. Bon, on raconte même, que Skinner, a pu former un pigeon, mélomane. J'ai essayé, maintes et maintes fois, ça a vraiment échoué. Et qu'apparemment, donc, ce pigeon était capable de classer du Bach et du Tchaïkovski. Il distinguait les deux styles musicaux. Avec de la nourriture, on en fait des choses chez nos chers animaux. Alors, pourquoi ça nous intéresse autant, en fait, le conditionnement opérant? Parce que ça peut, en fait, nous intéresser dans des cas de figure tels que nos élèves à l'école lorsqu'ils obtiennent des récompenses ou des sanctions. Le conditionnement opérant, nous l'appelons le conditionnement instrumental. C'est donc la méthode d'apprentissage basée sur l'association de renforcement des récompenses et de punition à un comportement particulier ou à un modèle de comportement. À travers ce conditionnement opérant, une association se fait entre un comportement et une conséquence de comportement. Le conditionnement opérant se base sur le principe simple que les actions suivies par le renforcement auront tendance à se répéter. À l'inverse, les actions qui entraînent des punitions ont des conséquences indésirables et seront affaiblies, moins susceptibles de se reproduire à l'avenir. Lorsqu'un rat de laboratoire appuyait sur le bouton bleu, il recevait donc cette boule de nourriture en récompense. Et lorsqu'il appuie aussi sur le bouton rouge, il reçoit un léger choc électrique. En conséquence, il apprend à appuyer sur le bouton bleu et de ce fait, il évite le bouton rouge. Donc, vous voyez bien que ce conditionnement opérant ne se déroule pas seulement dans des environnements expérimentaux. Il joue également un rôle important dans l'apprentissage quotidien. Renforcement et punition ont lieu presque tous les jours dans les environnements naturels, ainsi que dans les environnements plus structurés. C'est vrai que Skinner, par la suite, va être assez critiqué, par exemple par Noam Chomsky, parce que pour Monsieur Chomsky, c'est l'apprentissage, comme le langage, par exemple, c'est beaucoup plus complexe puisque ça suscite de la créativité. L'enfant apprend le langage par conditionnement opérant, mais il faut savoir que le langage, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe puisqu'on peut penser à la poésie, etc. C'est intéressant juste au départ, en fait, si vous voulez. Quand le bébé va dire ba et que le papa va dire chouette, il a prononcé papa. Donc ça le papa va dire bravo, t'as vu, il a prononcé papa en premier. Donc ce bravo, en fait, ça va être un renforçateur positif social. Et la maman, forcément, si elle entend ba, elle va dire chouette. Non, il a dit le mot maman, mama, mama. Mais par la suite, vous êtes d'accord, tout comme moi, que le langage fait appel, par exemple, à la poésie et on ne peut pas, en fait, juste se contenter de parler de conditionnement opérant. Dans la vie de tous les jours, on peut parler aussi, par exemple, de renforcement positif chez l'adulte quand il reçoit son diplôme de fin d'année. Aussi de renforçateur social, comme un sourire, un clin d'œil, un compliment. Vous avez aussi la paye en fin de mois. Donc tout ça, c'est des choses qui nous renforcent positivement. On va avoir tendance à répéter ce comportement. Il faut savoir que pour Skinner, il y a en fait 2 types de renforcement. Ça, c'est pas évident à comprendre, donc c'est comme les punitions. On va voir un renforcement positif, un renforcement négatif, une punition positive et une punition négative. Le renforcement positif, par exemple, ça va être d'ajouter un stimulus pour favoriser la réapparition d'un comportement. Que le renforcement négatif, c'est un processus qui consiste à enlever un stimulus pour favoriser la réapparition d'un comportement. Par exemple, mon fils a bien travaillé à l'école, je lui enlève des corvées. Donc le négatif, ça ne veut pas dire quelque chose comme une punition, c'est juste un renforcement négatif, ça veut dire
qu'on enlève quelque chose de l'environnement, que le renforcement positif, on ajoute quelque chose, un cadeau par exemple. Pareil pour les punitions, il faut distinguer la punition positive et la punition négative. La punition positive, c'est pareil, j'ajoute. La punition négative, j'enlève. Punition positive, ça consiste à ajouter un stimuli pour défavoriser la réapparition d'un comportement. J'ajoute des corvées ou j'ajoute du temps pour garder les frères et sœurs. Que la punition négative, c'est un processus qui consiste à enlever un stimulus pour défavoriser la réapparition d'un comportement. Comme par exemple, j'enlève le temps de télévision le soir. Donc voilà, Skinner a été vraiment voilà, fort connu pour cette fameuse boîte dont on vient de parler avec les rats. Donc, je vais essayer de faire le lien avec la pédagogie infodocumentaire et aussi bon, sur l'apprentissage en général. Il faut savoir donc qu'on se réfère à la théorie de l'apprentissage de Skinner, qui remonte à 1968. Cette théorie qui explique que le comportement et donc l'apprentissage sont déterminés par des renforcements positifs, les récompenses qu'on a vu de 2 types, positives, négatives, et les punitions qui peuvent être positives, négatives. Ces punitions et ces récompenses conduiraient à l'individu d'éviter des situations et donc à en chercher d'autres. On parlera d'apprentissage skinnérien. Vous êtes d'accord tout comme moi que le renforcement, c'est un comportement positif qui est produit, qui va être reproduit. Il y a une plus grande probabilité d'être reproduit. Et en psychologie, nous parlons de rétroaction, c'est-à-dire plus vous allez donner rapidement la récompense à la suite d'un comportement que vous attendez, ce laps de temps étant très court, plus vous avez la chance dans le temps de voir ce comportement réapparaître. La punition, forcément, moins probable d'être reproduit dans le temps. En renforcement positif, donc c'est intéressant, par exemple, de féliciter vos élèves à chaque fois qu'ils utiliseront des opérateurs booléens pour effectuer leurs recherches internet. Bon, les bonbons, il faut éviter pour les caries, mais je sais que dans certains CDI, j'ai connu des professeurs documentalistes qui avaient tendance à laisser un panier de bonbons sur le bureau et récompenser ses élèves de cette manière. C'est plutôt agréable. Et tout ça, donc ça va être la motivation intrinsèque, donc c'est ce qui est vraiment à l'intérieur de nous. On cherche pas un diplôme, on cherche pas quelque chose de physique. C'est vraiment la satisfaction, comme Bordura parlera de plaisir, à recevoir quelque chose. Un simple bravo me suffit. Au niveau des sanctions, même dans mes expériences professionnelles, ayant travaillé dans des bibliothèques, que ça soit en collège ou en lycée, à part vraiment quand le retard du prêt du livre est très 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 important, on peut exclure temporairement l'élève du CDI, mais on n'ira pas jusqu'au bonnet d'âne et au châtiment corporel que nous connaissions. Je n'ai pas connu, mais il y a quelques années de cela. Donc, ce qui est intéressant avec les élèves, c'est de vraiment de les motiver en les encourageant, en disant bravo, c'est bien, les récompensant avec des notes positives, etc. Voilà, c'est de la verbalisation et l'enseignant illustre le comportement désiré, il exécute le geste, verbalise ses pensées. Les élèves, ils ont l'occasion d'exécuter le comportement sous la supervision de l'enseignant. Et donc après, ils réalisent l'activité eux-mêmes de façon autonome. Parce que suite à cet apprentissage, ce que nous recherchons, comme chez le rat, c'est qu'ensuite, ils le fassent de façon autonome dans la boîte à Skinner, d'aller appuyer sur cette pédale et de recevoir à chaque fois de la nourriture quand il actionnera le levier. Des stratégies de modification du comportement à partir d'approches font davantage appel à la cognition. Ensuite, nous pouvons en fait conclure en disant que évidemment l'apprentissage c'est quelque chose de plus complexe, je pense, comme l'a souligné Noam Chomsky, mais c'est vrai que des études récentes
diront que bon, même pour les adultes, le fait de récompenser la personne, que ça soit verbalement ou, avec une motivation extrinsèque, telle qu'un diplôme ou, les formations donc où on reçoit des certifications, à la fin, ça encourage donc, à reproduire un comportement qui a été, voilà, récompensé. Skinner, pour, conclure, a aussi, inventé la machine à enseigner. Les prototypes de la machine à enseigner créée par Skinner proposaient aux élèves des problèmes de mathématiques selon un ordre aléatoire et offraient une rétroaction immédiate après chaque résolution. Cette machine, permettait d'exercer des habiletés déjà acquises, mais elle ne conduisait pas à l'apprentissage de nouveaux savoir-faire. Les élèves sont donc mis dans des situations d'entraînement et le but de cette machine à enseigner, selon Skinner, est de donner plus d'importance au rôle humain de l'enseignant. L'enseignant est dès lors plus disponible pour l'observation de leur comportement d'apprentissage et l'application de renforcement approprié. La machine ne remplaçait pas l'enseignant, c'était un dispositif auxiliaire que l'enseignant utilise de manière à optimiser les conditions d'apprentissage. Je vous remercie, de votre attention et vous dis à très bientôt.